webinaire Batimatech, l'IoT, l'Internet de l'objet dans le secteur de la construction. On commence bientôt. Donc, vous êtes Vincent Van Don. Vincent Van Don. Vous vous intéressez au bâtiment intelligent, vous vous intéressez à l'IoT rattaché au bâtiment. Oui, alors Six Square travaille, nous, on fournit de la technologie Edge. Donc, Edge, c'est un petit peu la passerelle, on va dire, entre l'IoT, le senseur et le cloud. Donc, c'est au niveau infrastructure, on va dire, ce qui va permettre d'optimiser les transferts de données, d'avoir des solutions plus robustes en termes de capacité de traiter de l'information localement, d'être plus rapide au niveau des temps réponse également. Donc, ça a toutes sortes d'intérêts, ce type d'architecture. Maintenant, les coûts des technologies ont fortement baissé. Donc, c'est fait que ça a de plus en plus de sens de mettre, par exemple, un serveur Edge au sein d'un bâtiment, par exemple. À ce moment-là, ce serveur-là, lui, peut être utilisé pour plein de choses. Plutôt que d'envoyer toutes les données au cloud, on peut déjà localement faire des choses au niveau d'un serveur qui se retrouve dans un bâtiment intelligent. OK, d'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, bienvenue chez vous. Donc, Batimatech, on va vous expliquer tantôt c'est quoi. Puis, pour la suite, où est-ce que vous avez entendu parler de Batimatech ou du webinaire? C'est à travers René? Oui, au travers de René. D'accord. Donc, au plaisir. Donc, on reste en contact. Puis là, à la toute fin, vous allez pouvoir intervenir. Si vous avez des questions, il y a le volet QR qui permet de formuler des questions directement là. On y répond. Ou d'entrer dans une conversation avec l'ensemble des autres participants. Parfait, merci. Merci. Bienvenue chez vous. OK. Donc, voilà. On va poursuivre. Donc, bienvenue tout le monde à Batimatech, l'événement webinaire 2020. Donc, l'idée, c'est qu'on a aujourd'hui plusieurs présentations, deux. Là, je vois qu'Aya, il n'est pas là pour le moment, mais il va arriver. Donc, partagez l'écran. Je vais vous partager, dans le fond, la présentation de Batimatech pour la suite. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, on va parler aujourd'hui de l'IoT, donc, qui va être davantage défini par René Meyer ainsi que par Yaya. Donc, voilà, qui vont se joindre à nous. On a également, dans la deuxième, on parle de Batimatech. Batimatech, c'est quoi? Batimatech, c'est un organisme qui se veut catalyseur du milieu de la construction et des technologies et du développement durable et qui a pour mission de favoriser l'innovation, l'agilité et l'intégration des meilleures solutions numériques dans notre écosystème et dans nos institutions. Et l'organisme existe depuis novembre 2018 à travers un OBNL situé au Centre de recherche informatique de Montréal, au CRIM, pour ceux qui connaissent. Donc, le Batimatech, c'était avant tout et ça demeure un événement annuel qui réunit à peu près 400-500 acteurs du secteur de la construction, technologie, institutions et autres. Et à travers ça, c'est sous forme de panel. Il y a un concours de pitch innovation technologie. Il y a également des conférenciers et une trentaine d'exposants, voire 50 exposants. Le conseil d'administration de Batimatech, c'est qui? C'est des intervenants de différents milieux. Donc, on retrouve à la fois, par exemple, un architecte comme Annie Daniel, un comptable comme Denis Ménard, un gestionnaire de projet comme Serge Cormier, un ingénieur, mais aussi également un administrateur d'une entreprise, Robert Meunier, président fondateur de sa société, Jean-François Ouellette, développement des affaires, Jeffrey Larchevêque, un spécialiste des TI. Vous avez également Sandrine Tremblay, qui est une avocate, qui est membre du conseil, Martine Pétun, qui est du côté urbanisme, spécialiste, et Cindy Bertillon, qui est du côté du real estate immobilier. Donc, on voit que Batimatech attire des membres du conseil d'administration très catalysants qui va chercher l'ensemble des joueurs. Et j'imagine qu'eux sont également interpellés par le volet IoT là, rattaché à ça. On va parler parfois du PropTech, du clean tech et de la logistique. Donc, voilà. Ensuite, les membres dont font partie IoT Canada, c'est Ivano Cambridge, Johnson Control et un certain nombre d'autres. Donc, c'est très varié. On a à la fois des entreprises, on a à la fois des fonds comme Ange Québec, on a également des sociétés innovantes, Driven, Pharonix et les autres, également des partenaires. On parle d'un abonnement à Batimatech, c'est 295 par année, donc 30 $ par mois. L'idée de Batimatech, entre autres, c'est de pouvoir faire des webinaires, c'est de pouvoir faire visite vitrine technologique,
C'est également la possibilité de réseauter entre nous, de créer éventuellement des visites également virtuelles et d'autres éléments dont on travaille sur un projet immobilier également. Donc, l'avantage de devenir membre, c'est formulé. Et le document en question va vous être partagé dans les prochains, probablement demain ou après-demain. Donc, l'accompagnement des entreprises fait partie également du virage de Batimatech en lien avec la volonté de la mission qu'on s'est donnée. Puis lorsqu'on parle de chantier 2030, pour nous, je pense qu'avec le COVID et ce que vous connaissez, les règles viennent de changer. Donc, les outils technologiques, la numérisation, la collaboration, l'impression 3D, tout ce que vous voyez sur cette image-là vont certainement avoir une bien meilleure valeur présentement et dans les prochains mois pour l'innovation, mais surtout pour l'adoption. Je ne sais pas si vous connaissez le programme PAG de COVID-19. C'est le programme du gouvernement qui vous permet de vous faire rembourser jusqu'à 100% des dépenses rattachées à de l'accompagnement pour de la formation pour maintenir votre main-d'œuvre. Et on va en parler ça, le 5 mai prochain avec Annie Chantellois de Driven. Donc, il y aura le 5 mai prochain à l'heure du midi des explications rattachées à ce programme-là. On a également la possibilité à travers Batimatech de vous accompagner dans ce processus-là, le cas échéant, et avec beaucoup d'intérêt. Moi, je suis qui? Je suis Francis Bissonnette de Batimatech, fondateur de l'organisme en question, également d'une agence qui s'appelle SIM5. Et derrière SIM5, c'est aussi ce qu'on appelle une agence de services conseil spécialisée en numérique. Et Batimatech se veut, dans le fond, le bébé qui a été créé en externe pour se déployer davantage dans l'écosystème. Et aujourd'hui, on reçoit sur l'IoT René Breyel et également Yaya. Et dans le fond, le déroulement, c'est tout simplement à partir dans quelques minutes, ça va commencer. Ensuite, c'est suivi d'une période de questions. Mais avant de poursuivre, je vais juste vous présenter les futurs webinaires. Puis, il y aura également une période de questions, puis un sondage que vous allez recevoir. Donc, on en a fait un sur la gestion de l'ère du numérique. On en a fait un sur le télétravail. On en a fait un sur opérer en temps de crise. On en a fait également sur la force majeure et sur les implications au niveau RH avec des avocats. On l'a fait également sur les technologies de la construction, davantage chantier avec William Saint-Pierre. On l'a fait également avec l'approvisionnement, donc la logistique avec Pierre Daigneault. Et on l'a fait cette semaine avec Louis-Philippe Bolduc sur la distanciation, ce que ça implique, puis quelques outils de collaboration en exemple. Et je laisse la parole à René pour la suite des choses. Merci beaucoup, Francis. On va en profiter pour partager. Voilà. Vous me direz quand vous voyez le document, c'est bon? Oui, c'est parfait. Parfait, excellent. Donc, bonjour à tous. Merci de vous joindre à ce webinaire. Malheureusement, on n'a qu'une heure aujourd'hui. On va passer beaucoup de contenu dans ces présentations-là. Yaya s'est joint à moi pour vous apporter vraiment à la fin un cas d'étude concret de l'application de l'IoT dans le domaine de la construction, qui est le sujet d'aujourd'hui. Je m'appelle René Breyel, je suis le président de la compagnie Claridion qui se positionne dans l'offre de services, consultation et autres dans le domaine de l'IoT pour l'AI. Et je suis aussi fondateur de l'organisme AIoT Canada, qui est vraiment une OBNL, donc un organisme sans but lucratif destiné à activer la participation de notre environnement, de nos compagnies et d'intégrer les technologies de l'IoT aujourd'hui dans le marché. Pour commencer, simplement, on va mettre la main là-dessus. Voilà, j'aimerais vous traiter plusieurs points qui nous sont posés, une question fondamentale qui nous est posée régulièrement de la part du marché, c'est quoi l'IoT? Beaucoup de perceptions différentes sont faites à ce sujet-là. On va revenir là-dessus. On a fait une démarche complète pour pouvoir proposer au marché une description de ce que c'est que l'IoT, comment ça se met en œuvre et quelles sont les opportunités d'utilisation et d'intégration de l'IoT. Bien entendu, le sujet aujourd'hui porte sur le domaine de la construction, donc on va essayer assez rapidement de joindre les deux bouts et puis de voir comment la construction peut utiliser, bénéficier de toutes ces technologies au niveau de l'IoT pour l'AI, bien entendu, et finir par un
cas d'usage concret avec la compagnie MySeat et qui va vous présenter un petit peu ce qui est fait aujourd'hui dans ce domaine-là. Et c'est super intéressant qui ouvre d'autres visions et d'autres opportunités possibles dans le cadre de l'usage de ces technologies. Alors, si vous avez des questions, bien entendu, je vous invite à les noter, à les partager, à nous les envoyer par la suite, parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu qui part un peu dans différentes directions. On ne peut pas tout traiter aujourd'hui. On va faire un survol de beaucoup d'aspects, mais qu'on pourra éventuellement par la suite reprendre ou dans un prochain webinaire ou directement avec vous. Donc, pour couvrir le volet de répondre à la question, c'est quoi l'IoT? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? À quoi ça sert? D'où ça vient? C'est un terme qui est très utilisé aujourd'hui comme étant la source même des données qui vont être utilisées par les solutions d'analytique ou d'AI. Au sein de IoT Canada, au sein de l'organisme, Clarion a développé le framework, le cadre de travail IoT Cube que je vais vous présenter là très rapidement. On a des formations complètes à peu près plus d'une journée sur ce framework-là. Mais pour donner trois grandes avenues, on touche le volet architecture technologique pour bien vous faire comprendre quelles sont les composantes qui constituent une solution IoT, à l'instar de toutes les solutions d'objets intelligents et connectés simplement, de machine to machine, etc. Rapidement, le business applications, donc tout le domaine d'application de l'IoT, pour vous donner un aperçu de tous les domaines dans lesquels on peut utiliser l'IoT. Et aujourd'hui, on va parler d'un de ces domaines en particulier, qui est le domaine de la construction. Le troisième volet, le troisième axe de ce framework-là, c'est vraiment les best practices, c'est-à-dire comment s'assurer du succès de l'implantation d'une solution IoT. On va le voir au niveau de la cybersécurité, au niveau des aspects légaux, etc. Donc, si on commence rapidement là-dessus au niveau du volet purement technologique, on parle d'IoT, Internet of Things, donc c'est la mise sur Internet des things, des objets, traduit en français, qui est un peu restrictif dans le terme, mais les objets, c'est à peu près tout ce qui est physique autour de vous. Puis je vous invite à prendre dans cette considération-là vraiment tout ce qui vous entoure, tout ce que vous pouvez toucher du doigt, qui devient un objet quelconque que l'on peut instrumenter, qui peut vous transférer des informations. Et il est à se poser la question, à savoir qu'est-ce qu'on aimerait communiquer avec les objets qui nous entourent. Et c'est la question qui va se transférer dans l'ensemble de la présentation, à savoir quelle est la valeur des communications que l'on pourrait établir avec les objets du monde physique avec lesquels on travaille, avec lesquels on interagit, mais avec lesquels on n'est pas habitué aujourd'hui de communiquer. Donc, ça part des objets. Les objets, un objet intelligent connecté et se situe regroupe 5 composantes majeures. Bien entendu, il y a des capteurs, il y a des actuators qui sont des façons de prendre des actions sur cet objet-là. Il y a un microcontrôleur qui est à l'intérieur, qui donne le mini-ordinateur, si on veut, dans chacun de ces objets-là, avec un logiciel qui le fait tourner. On a une capacité d'alimentation, bien entendu, ou sur batterie ou sur secteur, et une carte de communication, on va en parler plus loin, une carte de communication qui nous permet d'extraire ces données-là et de les envoyer vers un système centralisé. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, toutes ces composantes-là, ces 5 composantes qui constituent un objet connecté et intelligent, se retrouvent ou sont disponibles pour un prix dérisoire, c'est-à-dire qu'on peut arriver à des objets connectés pour à peu près $5. On peut connecter n'importe quoi aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a simplement 5 ans. Donc, on a une grosse révolution à ce niveau-là, au niveau des objets connectés et intelligents, qui intègrent tout le stack et qui intègrent une carte de communication. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte de communication? On va se connecter sur un réseau. Alors, il y a 3 phases là-dedans. Il y a vraiment la connexion de l'objet lui-même, qui de plus en plus aujourd'hui est sans fil. Alors, on trouve encore beaucoup d'objets dans le domaine de la construction qui sont avec une connexion filaire, mais on migre progressivement beaucoup vers le sans fil partout dans l'industrie. Là, on a différentes possibilités de connexion dans le sans fil. Bien entendu, ça a démarré avec le Wi-Fi pour une somme assez intéressante qui nous permettait de connecter n'importe quoi. Les technologies de Bluetooth, des Z-Wave au niveau de la domotique et des réseaux qu'on appelle Low Power WAN comme LoRa et Sigfox qui aujourd'hui nous permettent, et on voit à peu près dans les informations qui sont là, de connecter à plus de 15-20 km un capteur qui va fonctionner sur une batterie pour des durées de 5 à 10 ans.
C'est extrêmement intéressant, par exemple, dans les domaines comme l'agriculture ou dans la construction. On a besoin de couvrir un large espace sur une durée assez intéressante. Ces technologies-là existent aujourd'hui, beaucoup plus poussées en Europe qu'en Amérique du Nord, mais on commence à les mettre en œuvre également. Et après, on a toutes les options, bien entendu, de communication au niveau du cellulaire, NB-IoT, LTE-M et le fameux 5G dont tout le monde parle, qui devrait être la panacée à un moment donné, pour interconnecter à peu près tout. Donc, différentes capacités de connexion de ces objets qui vont nous permettre de transférer l'information sur des réseaux WAN jusqu'à Internet. Et si on veut aller sur Internet, c'est justement pour transférer ces informations vers un module cloud. On veut aller dans le cloud. Donc, il y a toute une panoplie de plateformes IoT dans le cloud qui sont proposées par des gros acteurs, par des Microsoft, Amazon de ce monde, mais aussi des solutions open source, aussi des solutions privées dans certains domaines en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces infrastructures cloud? Bien entendu, le data center, le centre de données qui va héberger les bases de données au niveau du data, les services cloud pour gérer cette multitude d'objets, donc il va falloir gérer au niveau inventaire, mise à jour logiciel, etc. Et rapidement, les données qui vont être formatées et envoyées là-dedans, on veut les traiter. On va les traiter premièrement au niveau business intelligence, on va générer des tableaux de bord, des dashboards pour pouvoir visualiser ces données et prendre des décisions. Et en ce moment, il y a une grosse avenue au niveau de l'exploitation de ces données par l'intelligence artificielle, bien entendu. Ce sont des données massives qui vont être traitées par cette nouvelle capacité algorithmique qui va pouvoir intégrer des données externes éventuellement, les data, mais toujours pour une raison particulière de supporter l'application d'affaires. La business app est toujours au cœur du développement des solutions et au début de la définition du pourquoi, du besoin de la solution IoT. Alors, d'envoyer toutes ces données dans le cloud pour pouvoir les traiter, les visualiser, c'est bien. Par contre, on a des restrictions au niveau des aspects de sécurité, de confidentialité. Les coûts du cloud aussi sont assez significatifs lorsqu'on parle de données qui proviennent d'engins de monitoring qui poussent beaucoup de données comme de l'audio, comme de la vidéo, comme ce genre d'informations. Donc, on va essayer de créer un intermédiaire, et puis Vincent en a parlé en début de rencontre déjà, qui est ce qu'on appelle le cloud computing, donc qui est finalement une extraction des capacités qui sont dans le cloud actuellement, mais qu'on ramène à l'intérieur même du réseau, beaucoup plus proche des objets et sur lequel on va pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités au niveau de la sécurité, au niveau de l'encryption. On va pouvoir faire de l'analytique directement à ce niveau-là aussi. Donc, ça nous permet d'avoir un processing, un stockage des données un peu à 3 niveaux. Tout n'est pas obligé d'être dans le cloud. On ramène cette fonctionnalité plus proche des objets en se servant des infrastructures de edge computing. Donc ça, c'est le quatrième volet de l'architecture. Et le dernier, bien entendu, on veut avoir une interaction avec ces solutions-là. Donc, il nous faut une application web ou mobile qui va nous permettre de gérer le tout. Donc là, on a fait le tour de l'ensemble des composantes qui constituent une solution, une architecture IoT. Si on les reprend sous un nouveau modèle, le premier point, c'est les objets intelligents et connectés, bien entendu. Le deuxième point, c'est l'infrastructure de télécommunication sans fil et jusqu'à l'Internet pour nous amener dans les plateformes IoT Cloud qui sont obligatoires dans une solution IoT. Le quatrième volet, c'est le Edge Computing qui vient complémenter le processing au niveau du cloud et rajouter une couche au niveau de la sécurité. Et le cinquième volet, bien entendu, l'interface usagée sur les applications mobiles. Donc, en tout temps, si vous regardez dans la mise en place ou si vous évaluez des solutions IoT à quelque niveau qu'elles soient, considérez ces 5 éléments-là pour pouvoir bien comprendre la partie architecture. Alors, pour le mettre en place, tout un écosystème de partenaires. Là, on a redécoupé ces fonctions-là dans un modèle qui correspond aux entreprises qui existent sur le marché pour réaliser ces solutions, des compagnies qui font des solutions électroniques au niveau des objets, les télécommunicateurs qui font la partie connectivité, les entreprises spécialisées dans le edge computing et les gateways, ensuite tous les fournisseurs de plateformes IoT, à peu près 400 fournisseurs là-dedans et 400 solutions de plateformes IoT, jusqu'à l'AI, bien entendu, le BI et des entreprises qui font du développement d'applications. Pour bien comprendre ici qu'il y a beaucoup d'intervenants dans une solution IoT, des intervenants qui n'ont pas l'habitude forcément de travailler ensemble. Les gens qui font de l'exploitation cloud ne sont pas habitués à développer
des devices électroniques, des objets connectés électroniques. Le deuxième volet, on va très très vite sur ces notions-là. Bien entendu, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir plus d'informations. Le deuxième volet du référentiel IoT Cube touche vraiment les business applications, donc les domaines d'application de l'IoT. Même chose, 5 grandes catégories que vous allez pouvoir comprendre assez facilement. La première touche les infrastructures publiques et les services publics. Donc là, on va trouver le transport, la santé, distribution de l'énergie, les mines, smart city, etc. Donc, qui nécessitent des infrastructures assez larges avec des intervenants qui ont une grande capacité à ce niveau-là. Ensuite, on trouve le volet d'utilisation au niveau de l'industriel, le IIoT, Industrial IoT. Donc ça, c'est vraiment les usines intelligentes et connectées qui ont démarré en Europe avec Industrie 4.0, qui arrivent ici. On voit facilement, on comprend facilement l'intérêt de mettre de l'IoT, du monitoring de ces fonctions-là dans les usines. Troisième volet qui commence à nous parler, parce que là, on touche un peu plus la construction, le smart building et la vente au détail. Donc, les magasins, Amazon Store et compagnie, et le bâtiment intelligent, bien entendu, dont on va parler un peu plus par la suite. On continue dans le cercle des applications, la maison intelligente, le smart home. Là aussi, on a de la construction qui se touche à ce niveau-là. Et on a intégré une fonction qui s'appelle Home Care, qui est vraiment le support des personnes âgées à domicile en ce moment. On en parle beaucoup avec la COVID. Et le dernier volet étant vraiment l'individu connecté. Donc là, c'est les montres connectées, les habits connectés, le sport tech, etc. Et vous voyez que dans l'usage des applications, on a énormément de cas d'usage très, très, très différents. Et si on commence à combiner tous ces usages-là, on peut penser que le smart building peut travailler avec le smart city, avec le transport, avec l'énergie, etc. Ça complexifie encore plus le maillage de ces domaines d'application. Et ce qui est très important de se rendre compte, c'est que chacun de ces domaines-là nécessite un écosystème différent, c'est-à-dire que les solutions technologiques, les intervenants, les cas de travail sont différents pour chacun de ces groupes-là, qui créent des fois une petite confusion. Donc, dernier volet du référentiel, vraiment les best practices, savoir comment on peut implanter des solutions de ce type-là, qui sont encore là au nombre de 5 pour l'instant, mais vous considériez que c'est important de mettre en œuvre et de prendre en considération dès le début des projets. Le premier, bien entendu, la cybersécurité, on en parle tous, que ce soit au niveau safety, c'est-à-dire sécurité physique, la cybersécurité, tous les éléments électroniques et puis le traitement des données, et le privacy qui est la protection des données personnelles que l'on va collecter au sein même de tous ces intervenants dans le full stack. Deuxième volet, tout ce qui est business model innovation, donc comment on transforme l'entreprise, quelles sont les nouvelles façons d'aller générer des nouvelles sources de revenus basées sur l'IoT. Des discussions extrêmement intéressantes à faire à ce niveau-là pour voir principalement les nouvelles sources de revenus, puis commencer à vendre des services plutôt que des produits. Ces produits génèrent énormément de données, donc il y a toute une pratique à mettre en œuvre au niveau du data management pour pouvoir valoriser ces données, monétiser ces données, etc. Quatrième point, la gestion de ces projets-là. Étant donné qu'on a beaucoup d'intervenants, le life cycle, c'est-à-dire la structure des débuts à la fin du projet, est un peu plus complexe. Il faut utiliser des pratiques qui sont un peu différentes aujourd'hui que le simple waterfall ou le agile au niveau de la gestion des projets IoT. Donc là encore, c'est vraiment un domaine que l'on traite au niveau des best practices. Et le dernier étant bien entendu la gestion des talents, le développement des talents à l'intérieur même de vos organisations. Vous ne pouvez pas juste faire appel à des consultants spécialisés dans ce domaine-là pour faire cette intégration. C'est vraiment une transformation massive au niveau de l'entreprise et il faut que vos ressources à l'intérieur soient formées, éduquées. Donc, tout le processus de learning et de talent, développement des talents dans l'entreprise, qui est le cinquième élément qui a été retenu dans ce modèle. Donc, tout cela, vous comprenez bien que ça fait appel à d'autres partenaires commerciaux et de réalisation, des consultants, etc. On a des gens en cybersécurité, on a des avocats qui doivent se joindre à la discussion, des data scientists, des gestionnaires de projets, des gens qui sont spécialisés en business model innovation, en gestion complexe des partenariats, etc. Donc ça, c'est un autre composant, d'une autre complexité que l'on vient gérer, adresser dans le développement d'une application IoT de bout en bout. Et pour remettre de l'ordre un petit peu là-dedans, ce qu'on a développé avec l'organisme IoT Canada est vraiment ce qu'on appelle un écosystème, une matrice d'écosystème.
Donc, de mettre toutes ces composantes ensemble et puis de voir comment elles se situent. Alors, cette matrice-là se présente un peu sous cette forme-là. On a dans la partie gauche ce qu'on appelle le full stack, donc les éléments d'architecture qui doivent être disponibles. Il nous faut des spécialistes en smart object au niveau de l'électronique, au niveau du réseau, au niveau des plateformes cloud, au niveau de l'AI, au niveau du développement d'applications, etc. Donc, tout ça, ce sont des spécialités. Il faut trouver les partenaires avec lesquels on veut travailler. Que vous ayez déjà une solution, que vous ayez déjà des partenaires ou que vous considériez investir dans une solution existante ou non, il va falloir adresser les personnes qui vont implanter, développer et supporter les solutions. Dans la partie de droite, ce sont toutes les practices qu'on vient de traiter actuellement. Qui va s'occuper de la cybersécurité dans l'ensemble du full stack, c'est-à-dire du début à la fin de votre application. Ça, c'est relativement difficile aujourd'hui de trouver des entreprises qui couvrent l'ensemble du spectre des services. Et ça s'étend au niveau des business models, de la gestion de données, des régulations, etc. Donc, cet écosystème-là nous permet, au niveau des membres, par exemple d'IoT Canada, d'avoir un profil de membres et d'organisations pour savoir quel est leur core business, dans quel secteur ils travaillent en particulier, dans quels sont les domaines qu'ils couvrent et pour pouvoir établir assez rapidement et efficacement des écosystèmes pour chacun des domaines d'application, dont notamment le smart building, la construction, etc. Okay. Donc, si on essaie de considérer ces notions-là, l'architecture d'une solution IoT dans un contexte particulier qui est celui de la construction. Quels sont les éléments à prendre en considération? Je propose juste de couvrir assez rapidement encore le contexte d'usage, les différents objets qu'on peut considérer, comment est-ce qu'on établit la grille des opportunités à ce niveau-là. Et on va finir par vraiment une question spécifique relative au BIM, qui est la partie numérique de la construction, et voir ce qu'on appelle aujourd'hui le Digital Twin. Alors, si on commence au niveau du contexte, bien entendu, différents types de constructions qui existent aujourd'hui. On parlait des infrastructures, soit les ponts, les routes, stationnements, etc., qui sont des constructions assez génériques, qui ne relèvent pas de bâtiments en particulier. Mais on a aussi deux types de bâtiments qui sont tout ce qu'on appelle le smart building en tant que tel, qu'il soit commercial ou industriel. Et on va parler aujourd'hui aussi de la maison intelligente, tout ce qui est résidentiel. Donc ça, c'est les types de constructions pour lesquelles aujourd'hui on voit des usages et on se fait appeler, on a à discuter de ces sujets-là. Considérer en tout temps les deux catégories de construction, bien sûr la nouvelle construction, où là on a la possibilité de mettre les nouvelles technologies en place beaucoup plus facilement, ou les constructions existantes où il faut rajouter, il faut transformer, faire des rénovations, etc. Tout à fait un autre contexte avec du legacy qui est en place. Les clients avec lesquels on discute dans ce domaine sont très, très, très différents. Depuis le constructeur qui, lui, va avoir des objectifs stratégiques différents au niveau de l'utilisation des technologies parce que bon, ça dure le temps de la construction simplement. L'exploitant qui, lui, va vivre sur le long terme avec ces bâtiments-là et va vouloir avoir d'autres types d'informations et de données pour travailler. Et enfin, et ça c'est un peu nouveau, l'usager qui aujourd'hui aussi commence à nous permet d'envoyer des informations complémentaires et de connaître un peu mieux l'usage de ces bâtiments-là et qui est justement un cas d'étude qui va être adressé par Yaya par la suite avec sa solution. Le dernier point, vraiment le cycle de vie, les solutions IoT sont déployées aux différentes étapes dans le design d'une solution, d'une construction, dans la construction elle-même, donc vraiment le fait de réaliser, de construire ces bâtiments-là. Par la suite, la longue période d'exploitation de ces bâtiments jusqu'au cycle de démolition, bien entendu. Donc, il y a quand même, le contexte est assez large et amène à des discussions très, très, très variées. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui, définitivement pas. Donc, je vais juste vous amener à un contexte de ce type-là où on va pouvoir comprendre comment on fait, comment on établit une matrice d'opportunités dans tous ces contextes-là. Première chose, c'est vraiment se poser la question sur quels sont tous les éléments que l'on peut instrumenter. Puis là, je vous demande d'élargir votre esprit là-dessus, puis de lister tout ce que vous pouvez concevoir dans votre domaine, dans votre entreprise. On a besoin de vous, les experts métiers, pour pouvoir identifier une liste assez exhaustive de tous ces éléments-là. Alors, si on prend le domaine de la construction pure et dure à très haut niveau, on va penser aux outils, aux machines, aux matériaux, aux ouvriers, aux véhicules. Ça, c'est assez évident. Après ça, une fois que le bâtiment est construit, bon, on a les ouvrants, les portes, les fenêtres, distribution de l'énergie, le chauffage, la climatisation, l'éclairage, les ascenseurs, le mobilier. Donc, il y a beaucoup de points, beaucoup d'éléments physiques sur lesquels on peut se poser des questions. Et on va dire, si on pouvait les instrumenter, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme type d'information, qu'est-ce qu'on aimerait faire avec, qui va nous permettre d'établir cette matrice
matrice d'opportunité. Alors, si on prend un exemple très simple au niveau des outils, par exemple, au niveau des bénéfices, avoir un inventaire automatisé des outils. Puis là, on parle aujourd'hui de n'importe quel outil, étant donné qu'on va pouvoir les connecter pour une dizaine de dollars maximum. Donc, on pourrait très bien avoir un inventaire automatisé complet de tous les outils dans un camion, par exemple, faire la traçabilité en temps réel, c'est-à-dire savoir en tout temps où est-ce qu'ils sont, pour pouvoir préparer les travaux. Vous voulez vous assurer que le camion, il dispose de tous les bons outils au bon moment lorsque vous envoyez une équipe sur un chantier. La réduction du vol, parce que vous allez savoir quand un outil quitte le camion ou rentre dedans. Des données de performance et autres, ça on va le voir un peu plus tard pour d'autres types d'objets. Et juste pour donner un exemple, une start-up à Montréal qui travaille exactement sur un projet de ce type-là, qui va vous permettre d'avoir un inventaire en temps réel de tous les objets, de tous les outils qui rentrent ou qui sortent d'un camion pour aller faire un travail sur un chantier, qui permettent de préparer les travaux, savoir que vous avez toujours le bon matériel pour aller faire une intervention et que vous ne perdez pas de temps à ce niveau-là. Si en étant sur les machines, là, on va trouver d'autres types d'usages, les données d'usage, les données de performance, la maintenance prédictive, l'efficacité énergétique, etc. Parce qu'au niveau des machines, on peut avoir beaucoup plus d'informations. Au niveau des matériaux, pour les données d'usage, là encore, sont extrêmement importantes. Mais là, on va tomber dans d'autres notions comme l'économie circulaire, etc. On parle des ouvriers comme un objet. Oui et non. Alors, tout dépend du contexte qu'on utilise ça, mais un ouvrier qui va porter une veste qui est connectée, un habit connecté, des souliers connectés. On a à peu près de tout qui est disponible aujourd'hui pour donner des informations très, très, très spécifiques sur principalement la sécurité, bien entendu, du personnel, mais certains avancent sur des données de performance aussi des équipes de travail. Ce genre de choses-là, donc c'est extrêmement intéressant. Les véhicules, bien entendu, les véhicules connectés vont encore là aller au niveau de l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, des bilans carbone, on peut ouvrir beaucoup. Là, on n'a même pas encore commencé à attaquer les ouvrants, les distributions, vraiment le bâtiment lui-même. Donc, c'est juste pour vous donner un peu un exemple de comment on traite une matrice d'opportunité, comment on regarde qu'est-ce qui peut être développé dans ce milieu-là et comment on peut aller générer des vrais bénéfices dans chacun de ces domaines. Pour vous donner une idée des capteurs qui sont utilisables dans le domaine de l'IoT, on parle des éléments physiques. Okay? Donc, on veut monitorer des choses qui bougent ou non, des conditions particulières, d'éléments physiques qu'on peut toucher du doigt, qu'on peut traiter. Et ça, c'est la liste assez exhaustive quand même de toutes les capacités de monitoring que l'on a dans différentes catégories industrielles, commerciales ou maker. Alors, quand je dis maker, c'est vraiment les nouveaux produits qui sortent aujourd'hui dans le marché, des produits chinois qui nous permettent, avec un sensor qui nous coûte une dizaine de dollars, d'aller capter à peu près tout ce que l'on veut là-dedans. Direction, accélération. Puis c'est cette évolution-là de la baisse de prix des capteurs qui permet aujourd'hui de démocratiser le monitoring puis d'avoir des informations sur à peu près tout ce que l'on veut dans un sensor qui fait quelques centimètres carrés d'espace. Et encore là, l'application par la suite que va vous présenter Yaya pousse vraiment sur ce type de capteurs-là. Alors, bien entendu, dans la construction, on va aussi considérer des capteurs industriels qui sont robustes, qui ont besoin de répondre à des contraintes environnementales beaucoup plus élevées. Mais le type de sensors sont vraiment là au niveau de la position, de l'identification, des mouvements. On peut capter à peu près tout ce que l'on veut comme type de mouvement aujourd'hui, mécanique, électrique, environnemental, visuel, etc., jusqu'à la caméra intelligente dans laquelle on va rajouter des algorithmes d'analyse d'image, etc. Donc, prenez ça en considération avec l'ensemble de ces capteurs-là, basés sur l'ensemble des objets avec lesquels vous interfacez tous les jours dans votre travail. Allez créer la matrice d'opportunité. C'est des choses qu'on fait de manière tout à fait habituelle aujourd'hui pour amener la valeur de l'IoT dans ce domaine-là. Et je terminerai par ce sujet-là qui est le BIM. Donc, le BIM qui est un peu la solution numérique existante aujourd'hui dans le domaine de la construction. Quand on parle de la numérisation de la construction, évidemment, le monde numérique dans la construction, c'est le BIM qui existe depuis longtemps, qui nous fournit finalement une modélisation 3D du bâtiment avec des informations structurelles sur le bâtiment qui peuvent être assez détaillées avec les documentations d'exploitation, d'usage, etc., qui nous permettent d'avoir une documentation numérique du bâtiment en particulier. Qu'est-ce que ça va changer dans le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui le digital twin, qui est le jumeau numérique?
qui nous permet, depuis la phase de conception, d'avoir une belle représentation de ce que l'on veut construire de manière très détaillée. L'IoT va rajouter des données d'usage, des données opérationnelles, c'est-à-dire que tout ce que l'on va collecter relatif au bâtiment, que ce soit dans son infrastructure, au niveau des éléments de services, etc., sont des données temps réel que l'on va joindre à ce modèle 3D qui peut être fourni par le BIM ou autre, ou aujourd'hui on a une nouvelle solution au niveau des modèles 3D qui vont nous permettre de faire de l'analytique, des scénarios what if, de rajouter l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive, le machine learning, etc., et d'aller beaucoup plus loin dans l'optimisation opérationnelle du bâtiment. Et j'irai même plus loin qu'aujourd'hui, on regarde vraiment à faire une rétroaction, c'est-à-dire un retour d'informations vers les systèmes de contrôle. Donc, quelle que soit l'information qui est collectée dans le bâtiment en temps réel, on va pouvoir prendre une décision basée sur les nouvelles capacités algorithmiques et prendre des décisions au niveau des systèmes de contrôle, que ce soit la climatisation, la sécurité, etc. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a une transformation un peu des fonctions de gestion digitale des bâtiments vers un set d'informations qui est beaucoup plus riche, qui va toucher jusque l'usage des infrastructures, l'usage des bâtiments. On parle du digital twin même des utilisateurs aujourd'hui pour vraiment comprendre leur comportement, pour savoir de quoi ils se servent, où est-ce qu'ils sont rendus. On va utiliser des données numériques qui nous permettent d'avoir des informations sur les flux, sur les déplacements, sur l'usage des espaces. Et on va voir un exemple de ce cas-là juste après. C'est actuellement la révolution qui se passe. On a des difficultés, des challenges, des défis au niveau du digital twin pour le lier au BIM, étant donné qu'il y a des restrictions de capacité de traitement au niveau du BIM pour tout ce qui est des données en temps réel. On est un peu limité dans les capacités de traiter ces informations-là et de les rajouter sur le modèle du BIM. Donc, il y a beaucoup de questions sur la transformation, sur que va devenir le BIM par rapport au digital twin. Quelle forme va prendre le digital twin dans le domaine de la construction? Toutes des discussions extrêmement intéressantes qui sont faites à un niveau international parce que c'est obligatoirement lié à des standards et à des contraintes d'usage et de fabrication. Donc, pour passer la main un petit peu là au cas d'usage de Yaya, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, plus que de gérer simplement la partie exploitation du bâtiment, la partie climatisation et chauffage, l'aspect sécurité physique, au niveau du bâtiment, on va aller beaucoup plus loin, c'est qu'on va essayer d'avoir des informations sur vraiment les gens qui s'en servent, sur les usagers qui sont là, voire même sur le mobilier qui est installé. Et ça me permet de passer la main à Yaya qui vous présentait vraiment un cas d'étude dans ce cadre-là, de solutions qui ont été montées dans ce domaine et qui vont peut-être vous apporter de nouvelles opportunités ou de nouvelles initiatives par rapport à votre conception de ce que l'on peut faire avec la technologie dans un bâtiment et dans la construction. Donc, voilà, s'il y a quelques questions complémentaires que vous ayez, n'hésitez pas à nous contacter, bien entendu, là-dessus. On a fait un survol extrêmement rapide de toutes ces questions-là. Je comprends bien que ça peut générer d'autres interrogations. On est là pour ça. On peut faire éventuellement d'autres webinaires à ce sujet-là. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires à Francis ou à moi-même concernant tout ça. Et je passe la parole donc directement à Yaya ou Francis, je ne sais pas si tu veux faire une petite intervention pour voir s'il y a des questions actuellement sur ces sujets. Oui, merci beaucoup René pour la présentation. Donc, l'idée des webinaires Batimatech, pour ceux qui se joignent à nous, c'est vraiment vous avez la possibilité d'intervenir. Donc, on vous invite à formuler des questions, des attentes et tout ça auxquelles probablement René et également Yaya pourraient répondre. Donc, bien entendu, la technologie, on se rappelle, c'est quelque chose qui doit être adopté présentement dans notre industrie et de plus en plus, on le voit, là, le coût a baissé. Puis on le voit maintenant avec le télétravail et tous les autres modèles qui sont en train d'apparaître, là, etc. Moi, ce que j'avais dit au début à René, c'était plutôt la question suivante, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi la thématique est importante aujourd'hui? Ça serait une question que je voudrais avoir. Je ne sais pas si tu peux répondre. On pourrait le répondre maintenant ou après c'est certain que le Covid, etc., a généré beaucoup de questions pour les entreprises du marché aujourd'hui qui veulent toutes générer des nouvelles sources de revenus. Le numérique permet de transformer les business models, de apporter de nouvelles informations et d'optimiser la collecte des données que
l'on fait sur toutes les infrastructures. Dans la construction, on a des bâtiments, on a des capacités de générer des informations et des données qui ont énormément de valeur et qui sont très, très, très souvent sous-estimées actuellement. Donc, le fait d'avoir été contraint par le Covid d'avoir un comportement un peu plus numérique, rester à la maison, se connecter à distance, rajouter le numérique fait que les gens vont essayer de trouver ces autres sources de revenus, vont accélérer cette adoption du numérique. Et ça va accélérer probablement l'aspect IoT AI dans le domaine de la construction. Donc aujourd'hui, c'est une continuité, mais il est certain qu'on va avoir une accélération à ce niveau-là d'acteurs et d'opportunités de création de valeur basées sur le numérique. Exact. Mais c'est quand même un processus qui est une continuité de ce qui s'est fait avant. C'est-à-dire, ce n'est pas une révolution extraordinaire de l'usage des technologies, c'est une continuité. Mais là, on voit très nettement qu'il va y avoir une accélération, surtout dans des domaines qui sont plus conservateurs, comme celui du bâtiment ou de la gestion, parce qu'il y a des contraintes contractuelles, il y a des contraintes légales, bien entendu, dans ce domaine-là. Mais définitivement, on voit une demande de se différencier et d'aller vers le volet numérique dans les autres domaines, tout comme dans celui de la construction. D'accord, merci. Donc, on poursuit avec, merci René, on poursuit avec Yaya Iraki. Donc, allez-y, Yaya, c'est à vous. Oui, bonjour, merci Francis, merci René pour donc m'avoir invité sur ce webinaire. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis entrepreneur en technologie, ingénieur by trade. Je travaille pour le compte de la société MySeat depuis 2014, autant qu'analyste consultant et concepteur de produits. Donc, MySeat, ce que c'est un startup qui fait de la conception, de la production et opère des réseaux d'objets pour l'aide à la gestion, entre parenthèses, du bâtiment, et qui est opéré par une compagnie qui s'appelle MyIoT Solutions Canada Inc. et qui a un scope plus large en termes d'applications utilisant l'Internet des objets. Donc, juste pour faire le pont avec la partie que nous a présentée M. Breyel, je voulais vous montrer cette pyramide-là. C'est un modèle en pyramide, donc en 4 étages, qu'on pourrait appeler le modèle DISS, données, information, savoir, sagesse. Tout en bas, si vous regardez l'étage du bas, il y a des données. Les données, c'est ce qui est généré par l'Internet des objets, par tous ces devices connectés-là. Ce sont des éléments qui sont souvent inexploitables sous leur forme basique. C'est des éléments discrets qu'on va devoir organiser, créer des liens entre ces éléments-là pour avoir de l'information. Une fois qu'on a cette information-là, on l'organise pour avoir une connaissance ou un apprentissage sur un sujet donné. Et enfin, une fois qu'on a cet apprentissage-là, on va l'utiliser pour prendre une décision, donc entre guillemets plus ou moins sage. Donc si on parle de data mining pour l'IoT, et ce qu'il faut se dire, c'est que le passage d'un étage à l'autre de cette pyramide-là est quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts et de temps pour le cerveau humain. Donc, dépendamment de la complexité d'un sujet ou d'une business problématique, de la quantité des données à ingérer pour monter en haut de la pyramide, ça va prendre plus ou moins de temps, plus ou moins d'efforts à un analyste, un data scientist de transformer de la donnée en information et ensuite en connaissance pour faciliter une prise de décision. Et la manière dont je vois ça, c'est que l'intelligence artificielle, le machine learning, l'apprentissage programmé, c'est un sorte de catalyseur. En fait, si vous voulez, l'image de la pyramide, c'est un ascenseur qui permet d'aller d'un étage donné à l'étage supérieur plus rapidement à un moindre effort. Donc voilà, je pense que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle sont deux choses qui vont de pair. Donc l'IA, c'est un catalyseur dans ce modèle. Il permet de passer d'un étage à un autre très rapidement. Il y a beaucoup de données déjà sur l'Internet classique. Ces données sont principalement générées par de l'activité humaine et il y a des milliards d'objets connectés qui génèrent des données. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y en a suffisamment dans les bâtiments, dans les buildings? D'ailleurs, si vous regardez dans un espace de travail, vous regardez autour de vous, la majorité des objets qui se trouvent dans un espace sont des objets qui sont offline. Si vous regardez le mobilier qui se trouve autour de vous, les équipements, mis à part les ordinateurs, les téléphones auxquels vous avez accès, la grande majorité des objets qui se trouvent dans un espace de travail ou dans n'importe quel bâtiment en réalité sont des objets qui sont offline. Donc,
Vous allez me dire, oui, mais alors, ma réponse, ça serait que cela peut vraiment poser un problème. Par exemple, sur les 5 dernières années qu'on a passé à parler à des gestionnaires de bâtiments, si vous préférez, des facility managers, on se rend compte que 100% d'entre eux ne savent pas combien de sièges ils ont dans un étage, par exemple, combien de salles de réunion ils ont dans une donc salle de réunion équipée, ils ont dans un building. Un deuxième exemple, c'est si vous demandez à un designer de faire la conception, donc un architecte d'intérieur, je sais qu'il y en a avec nous sur ce webinaire, vous leur demandez de faire le design d'un plateau de travail, ils vont devoir décider de combien de salles de réunion ils mettent dans un étage, pour quelle capacité, et pour avoir ces données-là, pour décider de combien de salles ils mettent et à quelle capacité, ils vont souvent utiliser ce qu'on appelle la règle du pouce. C'est correct d'utiliser la règle du pouce, mais quand on se trompe, en général, on se retrouve avec des usagers qui ne sont pas contents. Et ça, c'est un autre sujet, mais on sait tous que dans un bâtiment, ce qui coûte le plus cher dans un bâtiment, c'est les gens qui l'occupent. Donc, on veut faire en sorte que les designs d'un bâtiment, que le bâtiment facilite la vie des usagers qui le fréquentent. Bref, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les bâtiments soient capables de générer toutes les données nécessaires à une gestion smooth et facile et efficace et éco-responsable. Je vais aller tout de suite sur des exemples. Je voulais vous présenter des exemples de cas d'usage de justement l'IoT qui sont issus de plusieurs types de bâtiments différents, donc avec des vocations différentes. Je vais commencer naturellement avec les bureaux de travail corporatifs. Donc, dans les espaces de travail, si vous prenez donc, ce capteur-là, qui est le produit sensitif de MySeat, et que vous l'incorporez à du mobilier, donc typiquement des sièges, des tables, des bureaux, des tables de salle de réunion, des sofas, ainsi de suite, ou tout autre objet qui se trouve dans l'espace et avec lequel les gens interagissent, vous allez obtenir beaucoup de données qui vous disent de quel moment à quel moment est-ce que cet objet-là, ce siège par exemple, a été utilisé dans la journée. Ensuite, vous prenez cette donnée-là, vous créez des groupes d'objets, donc vous mettez les sièges ensemble, les tables ensemble, les salles de réunion ensemble, les whiteboards ensemble, les machines à café ensemble, etc. Et vous avez ainsi créé de l'information parce que vous avez créé des liens, des groupes plutôt d'objets, vous les avez liés les uns avec les autres. Une fois que vous avez cette information, vous la présentez sur des graphiques. Vous la regardez pour l'analyser, vous faites une tête là-dessus en bon québécois et pour voir ce que vous disent les chiffres. Et vous avez créé ainsi un apprentissage ou une connaissance. Le graphe, par exemple, que vous voyez ici, ça c'est un bureau corporatif dans une compagnie à Montréal. Tous les objets en bleu sont des objets qui sont équipés d'un capteur de l'utilisation. Et si vous voulez, l'apprentissage que nous permet d'avoir un dataset sur ce type d'exemple, c'est de se dire que ce bureau-là est quasi saturé. Donc, on voit en fait la limite, la capacité d'accueil de ce bureau-là est représentée par une ligne rouge. Et on voit qu'une grande majorité des jours, on se rapproche assez dangereusement donc la limite, la capacité d'accueil de ce bureau-là. Donc, la décision, il incombe au gestionnaire de ce bureau de décider qu'est-ce qu'il fait avec cette information et cette connaissance qu'on a développée en mesurant des données qu'on a ensuite transformées en information. Donc, ici, je vais passer directement à un autre cas d'usage. On parle beaucoup en ce moment des sujets liés au healthcare. Et pareillement, si vous prenez des trackers, vous les mettez sur des équipements médicaux qui se trouvent dans une clinique, comme ici, vous pouvez arriver à plusieurs apprentissages de la même profondeur que ce que je vous ai montré pour les bureaux. Et celui que vous voyez à l'écran, donc ici, nous permet de compter carrément les patients qui fréquentent cette installation médicale. Donc, on sait que sur une période donnée, il y a le médecin qui travaille depuis ce bureau-là va voir en moyenne 3,1 patients par jour, plus de la moitié, ou on va dire les 2 tiers de ces patients-là vont attendre en moyenne 20 minutes dans la première salle d'attente. Et l'expérience d'un patient va durer une demi-heure en moyenne. Donc, vous voyez que si on prend un niveau d'information, qu'on le développe, qu'on l'essore,
qu'on le raffine, si vous voulez, on va arriver à une lecture qui est plus ou moins facile à consommer par vous me recevez toujours? Oui. Donc, toujours un autre exemple dans des bâtiments dédiés au healthcare. Si je prends ici un autre exemple, je fais un zoom sur une salle d'attente, je vais pouvoir tirer plusieurs conclusions. La première, c'est que dans cette salle d'attente qui est munie de 8 sièges, on a un maximum de 2 patients qui attendent en même temps. Et que ces patients-là ont en fait des places préférées qui se trouvent autour des positions 7 et 8, vous voyez, au coin haut gauche ici, ou aux positions 4 et 3, donc à l'autre coin, diamétralement opposé, ou bien au niveau de la place 1. Donc si on voit ici que les gens, ça c'est un dataset qui date de 2016, on voit que les patients pratiquent déjà la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'ils vont aller s'installer à des endroits pour se tenir un peu à l'écart, ce qui est à peu près ce qui, on va dire, normal, parce que quand on va chez le médecin, on ne veut pas être en contact avec les autres patients, vu qu'on ne sait pas ce qu'ils ont et pourquoi ils sont là. Et donc, un architecte d'intérieur qui voit ça, la première chose qu'il se dit, c'est que, premièrement, on n'a pas besoin de 8 places assises dans cette salle, parce qu'il y a un maximum de 2 patients en même temps. Et donc, on pourrait mettre 3 positions assises pour être safe, pour être large, on va dire, sur la capacité d'accueil. Et une autre chose qui pourrait se dire, cet architecte d'intérieur, c'est qu'on pourrait réutiliser, réagencer l'espace de cette salle d'attente pour assurer plus de entre guillemets, privacy pour les gens qui l'utilisent. Donc, en bref, un exemple où les données transformées en informations peut permettre donc un professionnel du design d'intérieur ou de l'architecture d'intérieur de faire apprendre son design, donc, et de le transformer de manière à assurer un gain d'efficacité, un meilleur UX et probablement une meilleure structure de coût pour les gens qui opèrent l'installation. Donc, je vais sans plus tarder passer à un autre type d'exemple, cette fois-ci à un autre type de bâtiment donc, qui est dédié à l'apprentissage. Les universités, en 2015-2016, on avait eu la chance d'étudier les salles de travail en groupe de l'École polytechnique de Montréal. Et donc, d'une part, on a des données de présence dans ces salles, dans les salles de travail en groupe, une vingtaine à peu près. D'un autre côté, on a des données de réservation qui viennent d'un logiciel qui s'appelle LeapCab. En fait, c'est des données qui sont entrées manuellement par les étudiants. Et lorsqu'on compare ces 2 sources de données-là, pour créer des liens et donc créer de l'information, on peut voir, on arrive à un apprentissage qui nous dit que le tiers des unités temporelles qui sont réservées par les étudiants ne sont pas consommées dans les faits. On parle de no-show, ou bien de fin prématurée d'une séance de travail ou début d'utilisation tardive d'une salle de travail, tous des événements qui résultent à une fausse surcharge des ressources salles de travail en groupe dans une bibliothèque. Donc surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a 20 salles de travail pour 8600 étudiants, on va dire 5000 étudiants en premier cycle, c'est ceux qui utilisent beaucoup la bibliothèque de l'université. Et je pense qu'un exemple d'application de l'intelligence artificielle dans ce cas-là, c'est d'apprendre en fait des patterns de l'utilisation et des taux de no-show en fonction de plusieurs paramètres. Donc, à quelle phase de la session on est rendu, le temps qu'il fait dehors, le nombre de personnes qui ont réservé, l'historique de no-show des participants, ainsi de suite, et de prévoir à l'avance et de manière prédictive les no-shows et donc permettre de surbooker certaines ressources pour, on va dire, améliorer l'accès à cette ressource partagée pour qu'il y ait plus d'étudiants qui l'utilisent. Donc, pour reboucler sur le sujet de la construction, on sait qu'il y a il y a plusieurs bâtiments en construction en ce moment dans les universités du Québec. Mais la question que je me pose, c'est combien d'entre eux, combien parmi ces bâtiments-là considèrent l'utilisation de ce qui existe déjà? Combien de ces designs ou de ces architectures vont se servir des bâtiments qui existent déjà pour apprendre et améliorer en fait ce qui a été déjà mis en place dans les années précédentes? Je sais que justement, il y a un projet de transformation pour
l'Université de Montréal. Il y a un campus pour HEC en construction au centre-ville. Et par ailleurs, la société Edifica a eu récemment le mandat d'auditer les aménagements de l'Université de Montréal. Si quelqu'un de chez Edifica nous écoute sur ce webinaire, je leur dis, venez nous voir. On a des échantillons de données et probablement des outils qui pourraient vous être très utiles. Donc, c'est ça. J'avais fait l'annonce plutôt cette semaine que j'allais vous montrer des données qui viennent d'un bâtiment résidentiel. Souvenez-vous de cette pyramide-là. Je vous ai dit que ça pouvait être très compliqué de se promener d'un étage à un autre et je l'ai expérimenté cette semaine. Je suis resté bloqué un peu à l'étage données information, puis j'ai jugé que je n'avais pas créé suffisamment de knowledge pour que je puisse vous présenter ce use case aujourd'hui, mais chose promise, chose due. Si Francis ou René m'invitent sur un autre webinaire, je préparais un use case particulièrement sur ce cas précis et que je vous présenterai. Mais ce que je voulais vous dire par ce quatrième ou cinquième use case, c'est que ce qui s'applique dans des espaces de bureaux corporatifs, dans un bureau de santé ou dans une université, la même logique en fait peut s'appliquer dans des bâtiments résidentiels, dans le sens où un appartement peut apprendre en fait de la manière dont ses occupants l'utilisent et ainsi donner des informations, des insights qui sont très utiles à un architecte d'intérieur, à un maître d'ouvrage, en lui disant voilà ce type d'occupant, ce qu'il préfère, voilà comment il utilise son espace. Donc on pourrait optimiser ou proposer des layouts qui sont plus adaptés à un certain type d'usage, à chaque type d'usager. Donc, en fait, si on fait une transposition de cette pyramide sur on va dire le workplace analytics et le workplace management, le workplace strategy, tout en bas, on se retrouve avec la stack du data mining. En fait, il faut mettre en place des objets connectés, les opérer pour pouvoir générer des données et alimenter des bases de données, donc collecter, nettoyer, stocker des données qui vont ensuite nous permettre de les représenter, les analyser, ce qui va permettre à des spécialistes de fournir du conseil stratégique à des gestionnaires de ces ressources-là, des ressources spatiales ou des installations du type bâtiment, ce qui va leur permettre de les replanifier, de les optimiser, d'en maximiser l'usage. Ce qui va ultimement, si les bonnes décisions sont prises et que tous les éléments contextuels sont considérés dans l'équation, ce qui va éventuellement aboutir à des bénéfices financiers, des bénéfices humains et écologiques. Donc, j'aimerais finir sur un screenshot que j'ai pris sur le point de presse du Premier ministre François Legault avant-hier, où il a sorti une sorte d'ardoise avec un graphe. Je pense que plusieurs d'entre nous reconnaissent le format du graphe qui est assez basique. Mais ce que ça me fait penser, en fait, ce que cette image me fait penser, c'est que je pense qu'on s'en va vers une ère où les données vont jouer quand même un rôle très important dans la prise de décision dans plusieurs organisations. Et l'IoT va justement contribuer à ce que la quantité de ces données-là puisse augmenter de manière considérable. Donc, je pense qu'on n'aura pas tellement le choix que d'utiliser de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage programmé pour traiter ces données-là et les transformer comme je vous ai dit, en information et en connaissances, faute de quoi on serait très rapidement débordé. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ma présentation. Je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. J'ai mis aussi des références à la fin de cette présentation-là. Place à vos questions. Merci pour votre attention. D'accord. Merci beaucoup, Yaya, pour la présentation d'un cas concret là, rattaché à l'IoT. Ce qu'on réalise davantage aussi, c'est que peut-être que même en lien avec ce qu'on vit tout le monde, la fameuse COVID-19, oblige les gens à revoir même les données présentes, compte tenu que les règles du jeu viennent de changer énormément, là. Que ce soit par le volet international, le volet local
et les données qu'on avait, ben, peut-être qu'ils sont plus aussi pertinentes et vont nécessiter, un peu comme tu l'as montré avec M. Legault, des nouveaux graphismes, des nouveaux tableaux de bord pour prendre des décisions. Puis, puis également, le retour sur investissement rattaché à ces outils-là, ces tableaux de bord-là, vont certainement permettre de prendre des décisions d'échanger davantage avec des vraies données, avec de la vraie information, basée sur des faits réels ou plutôt que des approximations, là, le cas échéant. Qu'est-ce que tu en penses, René? Non, tout à fait. C'est une combinaison un peu de tous ces points-là. On a des merveilleuses technologies en masse pour aller faire beaucoup, beaucoup de choses. La question va être réellement de savoir lesquelles utiliser en premier pour être efficaces, comment les mettre en œuvre, comment créer les écosystèmes. Donc, je pense que c'est une question qui est très pertinente. On va voir comment on va sortir de cette crise-là, mais il y a beaucoup d'opportunités aussi qu'elles vont générer dans tous les domaines. La construction en est un évident là, qui a redémarré assez rapidement. Donc, on voit quand même l'importance que ça a dans notre économie. Puis, j'espère qu'on va utiliser un peu tout ce qui s'est fait déjà sur le reste de la planète pour l'appliquer plus rapidement, puis activer ces technos beaucoup plus rapidement au Québec. D'accord, merci. Puis là, je vois que j'ai des gens dans le domaine de l'immobilier. Si vous voulez intervenir, je pense par exemple à Marc Benoît. Si tu veux la parole, juste lever la main, puis à ce moment-là, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. L'idée qui est intéressante, c'est que la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais plutôt le 12 mai prochain, on va parler d'espace en mutation. Et là, ça va être le côté urbanistique, le côté immobilier, mais aussi le côté architecture qui va se jumeler à la conversation. Et ça, c'est intéressant. L'autre idée, c'est que le secteur, à travers l'expérience que vous nous faites vivre aujourd'hui, René et Yaya, c'est que ça nous permet éventuellement de s'approprier le langage technologique, puis là, d'être capable de mécaniser des besoins concrets rattachés justement aux outils disponibles, puis comprendre également toute la panoplie de paramètres possibles également. Et le fait que ce soit concret, c'est encore mieux, là. Il existe réellement des cas d'analyse qui permettent de faire une meilleure d'obtenir des résultats. Mais ce qu'on a pensé aussi, c'est, semble-t-il, que la dernière crise qu'on a connue, la crise économique, certaines entreprises en ont profité à ce moment-là pour intégrer des nouvelles solutions, pour se démarquer ensuite dans l'industrie et prendre une longueur d'avance. Et je pense que là, il faut peut-être aller davantage vers ça, vers ce qu'on appelle l'adoption, là. Effectivement, puis quand on regarde l'ensemble des technologies de rupture, comme on appelle, qui sont assez galvaudées un petit peu en ce moment, l'IoT, par exemple, s'applique réellement dans tout ce qui touche les éléments physiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus physique que la construction, que les bâtiments, que les espaces dans lesquels on vit? Donc, il est assez naturel que certaines technologies, plutôt que d'autres, soient mieux adaptées à certains domaines. Et l'IoT, l'AI combiné, sont définitivement des vecteurs de transformation, d'accélération qui vont nous permettre de transformer le secteur de la construction, j'en suis persuadé. Exact. Là, je vois que Salvador qui est là. Je ne sais pas si Salvador, tu voulais intervenir, peut-être lever la main ou lui donner le micro. Puis sinon, ben, le webinaire, c'est là pour justement faire les échanges. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde dans le futur, gênez-vous pas. Vous-même pourriez devenir conférencier, panéliste ou nous amener un spécialiste. Et l'idée, c'est de permettre, encore une fois, à l'industrie de se catalyser pour aller davantage vers l'agilité, l'innovation. Donc, je ne sais pas s'il est disponible, monsieur Encore, je voulais peut-être rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, Francis, qui est très important, c'est que toutes ces technologies sur lesquelles on travaille, dans lesquelles on devient expert, c'est bien beau, mais dans l'application par rapport au domaine d'affaires, on a absolument besoin des experts métiers. On l'a vu dans les grilles d'opportunités, les matrices d'opportunités qu'on génère, ça se fait main dans la main avec les experts métiers. Donc, si vous avez une expérience spécifique dans un domaine de la construction qui est assez vaste déjà, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on regarde ensemble vraiment les spécificités qui peuvent vous amener à un autre niveau qui permet d'intégrer vraiment ces technologies de manière particulière, mais on a besoin des experts métiers pour aller plus loin puis pour développer les vraies solutions. Donc, on a besoin l'un de l'autre, je pense, pour ce développement commun. D'accord. J'ai Julien qui pourrait intervenir. Julien, est-ce que je peux te partager le micro? Donc, si tu veux formuler ta question, s'il te plaît. Oui, donc bonjour et merci pour ce webinaire très intéressant.
Donc, j'ai une question. Moi, je travaille actuellement pour Business France. Donc, on accompagne les entreprises françaises à s'implanter en Amérique du Nord. J'avais des questions concernant l'IoT. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait des technologies françaises qui ne seraient pas encore forcément très développées au Canada, qui pourraient venir renforcer les technologies canadiennes? Oui, définitivement. Et on est en contact actuellement, je dirais, avec plusieurs compagnies européennes qui ont avancé là-dedans plus vite que nous pour une raison bien simple, c'est que le territoire, par exemple, le territoire français, est desservi par des technologies, des LPWAN dont on parlait, LoRa et Sigfox, à 98% de couverture du territoire, ce qui n'est pas le cas ici, pour des raisons historiques au niveau des standards de téléphonie, on n'a pas développé ces réseaux de G-là, donc on n'a pas une vraie couverture aussi large qu'en Europe des réseaux LoRa et Sigfox, qui sont des réseaux vraiment dédiés à l'IoT. Par contre, en France, ayant ces réseaux en place, ils se sont dépêchés de développer des applications de valeur et des solutions beaucoup plus pertinentes, notamment, je prends des exemples de la gestion des stationnements. On a des solutions européennes, françaises qui sont très avancées, très, très intéressantes là-dedans et qui se sont déjà établies en Amérique du Nord, qui ont pris par exemple les aéroports de Toronto. Donc, ils se positionnent ici avec un message de valeur qui est très intéressant et oui, qui pourrait être exploité pour accélérer l'adoption des technologies au Québec et au Canada de manière générale. Donc, la réponse est définitivement oui. On a besoin de voir ce qui se passe en Europe en termes d'usage, d'application des technologies pour lesquelles ils ont pris un peu d'avance dû à la disponibilité de certains réseaux dédiés à l'IoT en particulier. D'accord, merci. D'accord, merci Julien. Donc, voilà. Je ne sais pas si Aya, tu voulais ajouter quelque chose? Sur le sujet, je pense que l'Internet des objets prend du sens si plusieurs acteurs se mettent à collaborer entre eux, si tous les device makers, comme disait René, les compagnies qui font de l'infrastructure, du logiciel se mettent ensemble. Je pense que c'est un peu contre-intuitif parce que deux fabricants de devices peuvent être considérés comme des concurrents, mais en réalité, ils font partie du même écosystème. Donc, je pense que l'IoT ne prend sens que s'il y a une interopérabilité des systèmes et donc une collaboration forte entre les différents acteurs de cet écosystème. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter, René? Non, non, j'abonde dans ce que vient de dire Yaya. La création des écosystèmes est importante. Les projets IoT sont générés par des clients qui ont besoin de gérer ces écosystèmes-là et c'est un des challenges, un des défis majeurs pour toutes les grosses entreprises, même internationales, dans le développement de solutions IoT. La gestion de ces écosystèmes qui sont quand même complexes et qui changent drastiquement par rapport, par exemple, à des technologies comme l'AI. L'AI, bon, c'est de l'algorithmie, c'est une personne devant un écran qui développe une application, bien entendu, c'est des grosses équipes, alors que l'IoT, c'est vraiment une association de différents acteurs qui font des choses complètement différentes et un écosystème beaucoup plus challengeant, je dirais, à mettre en œuvre. Donc, oui, absolument, je pense qu'il y a le doigt sur un élément important. Essayons de travailler sur ces écosystèmes. Si on peut les créer de manière efficace ici, ce serait excellent. Il y a encore beaucoup de travail à faire au Québec pour pouvoir générer ces écosystèmes et dans le monde de la construction en particulier. Tout à fait. Donc, moi, ce que je veux faire pour terminer, puis là, on reste en contact pour la suite. On vous invite à vous abonner évidemment à l'infolette, le cas échéant. On vous invite à communiquer avec nous pour la suite. On va vous partager éventuellement quelques présentations ou un résumé des présentations, le cas échéant. Et on vous invite à répondre au sondage pour justement améliorer les prochains webinaires et l'ensemble de l'œuvre. Dites-vous qu'on vient de goûter à l'IoT dans le bâtiment, dans la construction et dans le secteur, mais qu'il y a encore énormément d'attaches à faire et je pense qu'on est en train de les propulser dans les prochaines années. Au plaisir, merci beaucoup René, merci beaucoup Yaya, puis merci à tous les participants, puis au plaisir d'échanger avec vous physiquement lors d'un prochain événement Bâtimatin. Au plaisir. Merci beaucoup Francis pour l'invitation. Pas trop, merci. Alain. Je vais juste partager mon écran pour la fin, là.
Donc, c'était la présentation sur l'IoT, l'Internet de l'objet dans le secteur de la construction avec René Mayel, Yahya El Raki, ainsi que président de SEO MySite et René Brayel, président de IoT Canada. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir. Bye bye.